Bonjour à tous, bonne année, je suis très heureux de vous retrouver, je suis ici au château de Pontchartrain. Regardez-moi ça, c'est un château magnifique du XVIIe siècle, là on se croirait à Versailles, Louis XIV avec un château typique à la française en U comme ça. Mais bon, c'est pas pour en parler que je suis venu ici, parce que c'est un programme que nos amis d'Histoire et Patrimoine vont bientôt réhabiliter, c'est pas pour tout de suite, mais si je suis là, c'est pour parler des programmes de l'année 2021. Et pour ça, j'ai rendez-vous avec Arik Ponnet, directeur commercial d'Histoire et Patrimoine, et il va nous raconter tous les petits joyaux qui vous attendent en 2021. Suivez-moi, c'est parti! Arik! Laurent! Comment ça va? Bien, toi, comment vas-tu? Bonne année Arik! Bonne année Laurent! Écoute, ça fait plaisir de te voir. Mais moi aussi, ça me fait plaisir de te voir, t'as pu te libérer? Mais oui, et surtout, je suis très impatient de savoir ce que vous nous avez concocté pour 2021 avec Histoire et Patrimoine. Il y a des surprises? Il y a des surprises partout, des surprises dans toute la France, des beaux programmes. Je compte sur toi pour les présenter avec nous. Ouais, Rodolphe est là? Rodolphe nous attend. On le rejoint? Allez! Eh ben c'est parti. On va s'éclater. Allez, il nous attend. Ah, il est où? Salut Rodolphe! Je quitte Arik à l'instant, il m'a mis l'eau à la bouche. Je crois qu'il y a encore plein de surprises pour 2021. Alors d'abord, bonne année à toi. Bonne année Laurent, merci d'être parmi nous, c'est un plaisir. Partagez. Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour notre traditionnel rendez-vous de début d'année dans une formule certes inédite. Merci à vous surtout pour votre engagement à nos côtés tout au long de l'année 2020 qui nous a permis de faire progresser nos ventes de 20% et d'atteindre de nouveaux records en matière de collecte puisque nous terminons au 31 décembre avec 260 millions d'euros alors que la plupart reculent de 50%. C'est évidemment la preuve que nous avons des partenaires, vous, des partenaires exceptionnels, des partenaires performants, des partenaires fidèles. C'est aussi évidemment la preuve qu'Histoire et Patrimoine propose la crème de l'immobilier d'investissement. C'est aussi et surtout la traduction d'une réalité historique forte. Nos demeures ont traversé les siècles et ce n'est pas une crise sanitaire qui va leur porter ombrage. Elles ont connu des épidémies bien plus mortelles, la peste pour certaines, le choléra, la grippe espagnole. Toutes ces épidémies sont passées et nos demeures sont restées. Je pense que notre réussite commune, elle tient en une idée toute simple. En un mot tout simple, en une petite conjonction de coordination symbolisée par l'esperluette de notre nom et Histoire et Patrimoine. Vous vous souvenez tous évidemment de la liste « Mais où est donc Ornicart ?» Dans cette liste, la conjonction « et » est la plus sympathique. Quand les autres divisent, opposent, causalisent et additionnent, joint, rapproche. Et justement, Histoire et Patrimoine, c'est beaucoup de choses. C'est vous et nous et vos clients. C'est la rénovation et la transmission, c'est la politique du logement et la sauvegarde du patrimoine, c'est la belle pierre et l'avantage fiscal, c'est le patrimoine du grand siècle, comme ici à Pontchartrain, ou du XXe siècle, comme par exemple dans les brasseries Mode Cordonnier à Armentières. Ce « et » qui rapproche, qui additionne, c'est certainement ce petit plus qui fait que nous sommes si différents chez Histoire et Patrimoine et que nous sommes si confiants dans l'année qui commence. Quand on aime l'histoire comme nous, on croit fermement dans le progrès et la science. La recherche a déplacé des montagnes cette année pour nous apporter en un temps record les vaccins tant attendus. Ces vaccins, qui sont diffusés actuellement, sont les garants d'une sortie de crise imminente. Nous pensons que ceux qui se seront préparés à la reprise seront les grands gagnants de 2021. Et chez Histoire et Patrimoine, nous sommes prêts. Nous sommes enthousiastes, nous avons un optimisme débordant, surtout avec des programmes magnifiques comme vous allez le voir aujourd'hui. Nous sommes prêts pour vous et vos clients, nous sommes prêts à vous offrir le meilleur de l'immobilier. En 2021, tous réunis autour de notre esperluette, je suis donc convaincu que nous saurons une nouvelle fois additionner les belles réussites commerciales. Une très bonne année à tous. Et attention, hein, moi je suis allé sur place et je peux vous dire que Histoire et Patrimoine, ça tient ses promesses. La preuve en images. Merci Laurent. Me voici à présent à Versailles, et là il n'y a pas besoin de longs discours, hein, tout est dans le titre. Versailles, c'est la manifestation sublime du grand siècle, le XVIIe siècle, le siècle de Louis XIV, parce que l'ombre du roi Soleil est encore omniprésente à Versailles, tant il a remodelé la ville à son image. Et tiens d'ailleurs, en parlant d'image, me voici ici, dans l'hôtel de la surintendance des bâtiments du roi. On est dans le cœur historique de Versailles, hein, le Carré d'Or, regardez, vous avez le château là, qui est juste derrière moi. Eh bien, cet hôtel de la surintendance, il va être construit au XVIIe siècle, à la fin du XVIIe siècle, par Jules Hardouin Mansart. Et le mec, c'est pas n'importe qui, c'est un des
architectes préférés de Louis XIV. On lui doit une grande contribution au château de Versailles, mais aussi Marly, mais aussi pour à Paris la place Vendôme, l'hôtel des Invalides. Ah non, le mec il est magnifique, d'ailleurs son bâtiment, son hôtel de la surintendance. Venez avec moi, on va le voir de plus près. Ah oui, architecture classique, hein, 17e siècle, très symétrique, très homogène, avec des grandes fenêtres. Alors, si je vous parlais d'images tout à l'heure, hein, de Versailles reconfiguré, remodelé à l'image du règne de Louis XIV, eh bien c'est parce que figurez-vous que ici, dans l'hôtel de la surintendance des bâtiments du roi, eh bien on va le dédier aux portraitistes, aux copistes officiels du roi, que ce soit Louis XIV, Louis XV ou Louis XVI. C'est ici qu'on faisait les portraits officiels, un peu comme les photos de l'Élysée. Voilà, ça se passait là, hein? Il y a pire pour se faire tirer le portrait. Poitiers, c'est une ville au patrimoine architectural et historique hallucinant. Franchement, la ville, elle est hyper riche et elle est assez sous-estimée en France. Vous avez même des bâtiments quasiment uniques. Vous avez par exemple, pas loin d'ici, l'hypogée des Dunes, qui est une chapelle funéraire du 7e siècle, mérovingienne, j'en ai jamais vu ailleurs. Vous avez aussi derrière moi le baptistère Saint-Jean de Poitiers, qui est un des monuments paléochrétiens les plus anciens de France, avec l'église Saint-Pierre aux Nonains à Metz. Vous avez aussi, et magnifiquement réhabilité par nos amis d'Histoire et Patrimoine, un hôtel Renaissance du XVIe siècle, il est juste à côté, l'hôtel d'Estissac. Suivez-moi, ça vaut le coup. Il n'y a pas moyen de passer à Poitiers sans évoquer le doyenné Saint-Hilaire. Alors l'église Saint-Hilaire, c'est une très vieille église de Poitiers, hein. Il y a même une collégiale, une basilique qui date de l'Antiquité. Avec le temps, c'est devenu le siège du doyen de Saint-Hilaire. Qu'est-ce que c'est que le doyen? En gros, c'était une fonction religieuse d'un type qui faisait le lien entre les différentes paroisses de la ville et l'évêque. C'était une fonction très désirée, très enviée, très lucrative, à une charge très honorifique. Avec le temps, eh bien, il y a plein de gens qui l'ont eu, notamment au XVIe siècle, Geoffroy d'Estissac. C'est pour ça que le doyenné Saint-Hilaire est devenu l'hôtel d'Estissac, et c'est à lui qu'on doit ces magnifiques bâtiments de la Renaissance, hein, du début du XVIe siècle. Le doyenné Saint-Hilaire, l'hôtel d'Estissac, c'est un des premiers monuments Renaissance de Poitiers. C'est sublime, on ne peut pas passer à côté, surtout que ça a été sublimement réhabilité par nos amis d'Histoire et Patrimoine. Je ne fais pas trop de bruit parce que ça a été une école à une époque ici, attention, hein. Salle de cours, il y a des élèves. Regardez, je suis dans l'escalier du XVIe siècle de l'hôtel d'Estissac et regardez la qualité des finitions, quoi. Les vitraux faits par Vitrail France, c'est ceux qui réhabilitent le chantier de Notre-Dame aujourd'hui. Ah non, c'est pas du mou de veau les enfants, c'est de la classe. Ouais, ça. Le Mans, c'est pas compliqué, c'est chez moi, donc ça va être difficile pour moi de pas vous en dire du bien, tant la ville est rehaussée par les souvenirs et les lumières de mon enfance. Mais pour le coup, Le Mans a pas besoin de moi pour prouver ses charmes et sa beauté, hein. Elle est vraiment admirable, magnifique pour qui sait la voir. Regardez par exemple cette enceinte gallo-romaine, ça rappelle un peu Carcassonne ou Vannes, sauf que l'enceinte gallo-romaine du Mans, elle a gardé sa polychromie, ses couleurs, regardez, c'est magnifique. En plus, au Mans, il y a un autre vestige qui a été magnifiquement restauré par nos amis d'Histoire et Patrimoine, c'est un hôpital. L'hôpital Étoque de Mazie de 1830, un début du 19e, qui est magnifique. Il est par là, suivez-moi. Et c'est pas faux. Et oui, il n'y a pas moyen de parler du Mans sans évoquer son célèbre hôpital, l'hôpital Étoque de Mazie, qui est un modèle du genre, hein, pour l'époque. Il date de 1830, le 19e siècle, révolution industrielle, mais aussi révolution médicale et scientifique. On découvre les microbes, l'hygiène, la propreté, la salubrité. Donc les hôpitaux qui vont être construits à l'époque vont être totalement repensés. Ils sont plus aérés, ils sont plus ouverts. Regardez, il y a des cours arborés. Les malades aussi, les patients ont plus d'espace. En plus ici, cet hôpital a longtemps été un asile d'aliénés pour les fous. Eh bien au 19e siècle, on pense enfin que les fous, eh bien c'est une maladie qu'on peut soigner. Voilà, on essaie de les traiter, on les enferme plus, jusqu'à ce qu'ils créent dans des prisons et dans des asiles. Voilà, le progrès, le 19e siècle.
Il n'y a pas moyen de passer à Châlons-en-Champagne sans évoquer l'abbaye de Toussaint. L'abbaye de Toussaint, c'est un des plus vieux bâtiments religieux de la ville. Elle a 1000 ans, elle date du XIe siècle. Et comme je vous le disais, Châlons-en-Champagne, c'est une ville qui pendant très longtemps a été sous l'autorité de l'évêque. C'était une cité épiscopale dirigée par l'évêque. Et donc, l'abbaye de Toussaint, pendant très longtemps, va servir de vivier pour puiser des moines qui vont devenir les prélats des différentes églises paroissiales de Châlons-en-Champagne à travers les siècles. Ici, en gros, c'était les ressources humaines. Malheureusement, l'abbaye de Toussaint, pendant très longtemps, elle était en dehors de la ville. Donc elle va être ravagée, notamment pendant la guerre de 100 ans, puis pendant les guerres de religion. Donc les bâtiments, ils ont été remaniés, reconstruits, mais ils sont quand même magnifiques, sublimement réhabilités par nos amis d'Histoire et Patrimoine. Regardez-moi ça, bâtiment du XVIe siècle. Regardez, si vous vous approchez un petit peu, on a quand même la salamandre, l'emblème de François Ier, incroyable. En plus, on a à l'intérieur une salle capitulaire qui a été restaurée, génial. Franchement, venez voir, c'est chaussée aux moines. Suivez-moi. Coucou François. Allez, moi ça. Là, quand il y a du soleil qui tape dans les vitraux, c'est pas dommage. Merci, Histoire et Patrimoine. Bienvenue à Bonnel. Alors le nom de Bonnel vient d'un mot gaulois botina qui voulait dire la petite borne. Il faut dire qu'ici, à Bonnel, on est à mi-chemin entre Chartres et Paris, sur la route de l'Ouest, sur la route de la Bretagne. Donc il y a toujours eu des bornes ici, à Bonnel. Mais si je suis venu à Bonnel, c'est pas pour vous parler bornes, non. C'est plutôt pour vous parler d'une femme qui vivait dans le château de Bonnel à la fin du 19e siècle et qui a eu un destin incroyable, la duchesse d'Uzès. C'est par là. Et oui, il n'y a pas moyen de passer à Bonnel sans évoquer la duchesse d'Uzès. Une femme au destin incroyable. Un modèle, une icône, une égérie, une parisienne. Vous savez, conformément à cette expression consacrée à l'époque, en 1900, la parisienne, la femme moderne, progressiste, engagée, ça... c'est la duchesse d'Uzès. Une femme qui se mêlait de tout, qui se piquait de tout. Elle voulait pas du tout rester calfeutrée, cantonnée à son rôle de femme, à boire du thé dans les salons. Non, 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 non. Elle adorait la politique, elle était cultivée, intelligente, elle fréquentait tous les milieux. De temps en temps, elle était monarchiste du côté des Orléans. De temps en temps, elle était communiste. Elle s'est passionnée pour Louise Michel à son retour du bagne. Elle a entretenu avec elle une relation épistolaire passionnée, passionnante. Elle peignait, elle écrivait très bien, elle sculptait. Si vous allez au Sacré-Cœur, à Paris, vous allez voir une sculpture de la duchesse d'Uzès. Elle était aussi soucieuse de la cause animale. Elle était chasseuse, elle chassait, elle galopait, elle montait à cheval, elle adorait la vitesse. Il faut savoir qu'en 1900, dans les années 1900, la duchesse d'Uzès, c'est une des premières femmes françaises à posséder une automobile. C'est d'ailleurs la première femme française qui va passer le permis de conduire. C'est d'ailleurs la première femme française qui va choper une contravention. Ah non, elle était vraiment curieuse de tout, cette femme. Elle était flamboyante, pleine de panache. Elle rencontrait tous les milieux, que ce soit politique, économique, culturel, sociaux, très soucieuse aussi de la cause animale. Elle va participer à la Société protectrice des animaux. Elle va essayer de défendre l'intérêt collectif. Elle était passionnante, elle est incontournable. Elle habitait ici, dans ce château, dès la fin du 19e siècle, jusqu'à sa mort dans les années 30. Après sa mort, hélas, le château est devenu un séminaire, puis un collège, et ensuite a été menacé de destruction totale. Il a failli disparaître, et heureusement, grâce à nos amis d'Histoire et Patrimoine, eh bien, il est aujourd'hui sauvé, et quelque part, les mânes de la duchesse d'Uzès sont toujours parmi nous. Merci, Histoire et Patrimoine. Maison Laffitte, pour moi, c'est la belle époque. C'est la ville idéale pour le Parisien en quête de verdure et de divertissement. Faut dire que Maison Laffitte, au 19e siècle, est en pleine forêt. En plus, la ville se situe le long de la Seine, que vous avez ici, là, en contrebas. En plus, à Maison Laffitte, vous êtes sur la route entre Paris et la Normandie, les stations balnéaires, tout ça, ça plaît, c'est l'Ouest, très riche, très opulent. Il y a un château au milieu d'un parc magnifique qu'on va commencer à lotir au 19e siècle avec de très belles avenues arborées sur lesquelles on va mettre des maisons magnifiques, très grandiloquentes, très aristocratiques. Et surtout, à partir de la seconde moitié du 19e siècle, on va installer dans le parc de Maison Laffitte un hippodrome. Et ça,
les sports équestres, le sport épique, le Parisien de 1900, le Français de 1900, de la belle époque, il adore ça. Il adore venir aux courses pour voir les courses de chevaux, pour parier, mais aussi et surtout pour se rencontrer. C'est un lieu de gaieté, de divertissement, très mondain. Donc qui dit richesse, opulence, divertissement, hein, en face de l'hippodrome, on va créer un palace, un grand hôtel, l'hôtel royal, magnifique. Regardez, au plus près du château, face à l'hippodrome, face à la Seine, et surtout il est pas mal. Venez voir, on va le voir de plus près. Regardez-moi comme il est beau là, l'hôtel royal de Maison Lafitte. On se croirait à Cabourg ou à Deauville. Franchement, ça pète, hein. Alors malheureusement, l'élan de notre magnifique palace va être brisé net avec la Première Guerre mondiale. Il va être transformé en centre de soins par la Croix-Rouge, puis il va être transformé en clinique et plus tard, il va être menacé de destruction. Heureusement, nos amis d'Histoire et Patrimoine vont le réhabiliter magnifiquement. Et quand on est à Maison Lafitte, qui est la cité du cheval, eh bien pour son patrimoine, on ne pouvait pas se passer de son hôtel royal. Voilà. Et maintenant, il est sauvé. Franchement, ça déchire. Bonjour Yannick. Ah ouais. Bonjour Laurent, non, merci de me recevoir. C'est magique, c'est extraordinaire, mais bon, j'imagine que c'est comme Rome, hein, ça s'est pas fait en un jour. Et puis parfois, ça a dû être compliqué, non? On a rencontré un certain nombre de difficultés, effectivement. Les opérations qu'on vient de voir, les livraisons de cette année, c'est des chantiers qui ont démarré en 2017-2018. À cette époque, le premier obstacle qu'on a rencontré, c'est le prélèvement à la source et l'année blanche qui en a suivi. Et donc, le choix qui a été fait par Histoire et Patrimoine, c'est d'accompagner les clients et de préserver leur fiscalité, la fiscalité qui avait été annoncée. Et donc, on a fait le choix de décaler le démarrage de ces opérations. Puis la deuxième difficulté qu'on a rencontrée, c'est une difficulté sur les appels d'offres. On a eu beaucoup de mal à faire rentrer les entreprises dans nos budgets. On était à une époque où le Grand Paris était en plein boom et les entreprises, les artisans étaient extrêmement sollicités et se sont mis à monter leur prix. Et cette difficulté nous a amené à devoir augmenter nos budgets travaux. Et Histoire et Patrimoine, là aussi, a fait le choix, lorsqu'elle l'a pu, de prendre en charge ces dépassements de travaux. Et puis enfin, la dernière difficulté, c'est celle qu'on a rencontrée en 2020. Crise sanitaire. Annus horribilis. Annus horribilis. 2020. Et donc les chantiers fermés pendant le premier semestre. Et puis dans la dernière ligne droite, pour les livraisons, des dispositions sanitaires qui ont perturbé les rendements des entreprises. Malgré cela, on a pu livrer l'ensemble de ces opérations avec 3 réserves par logement, ce qui est faible. Et puis c'est aussi ce qui prouve notre ténacité, notre goût à relever les défis. Eh ben merci Yannick, hein, bravo. Effectivement, Arik, 2020, Annus horribilis. On oublie. Heureusement, maintenant, on efface tout. Hein, on est en 2021, donc qu'est-ce que vous nous avez concocté pour nous rallumer un peu tout ça, là, pour nous réveiller? Sors un peu de poussière de fée, là. Qu'est-ce que tu nous proposes, là? Je te propose de retrouver tous nos programmes dans les 4 coins de la France, si tu m'autorises l'expression. C'est vrai que c'est un hexagone, mais c'est vrai que l'expression est plus appropriée, quoi, les 4 coins. Oh, voilà. Alors, il y en a 6, quoi, tu vois, genre Lille, Brest, Strasbourg, il y a Perpignan, Nice et Bayonne, ça fait 6. Mais c'est les 4 coins, l'expression usitée, c'est les 4 coins. On est à peu près dans toutes ces villes-là. L'année dernière, on avait proposé de retrouver l'ensemble de nos programmes en film. Ce que je te propose à nouveau, c'est de voir tous nos programmes 2021 dans une vidéo qu'on va découvrir tout de suite. Allons-y.
Ah, franchement, c'est magique. Hein. Moi, je sais pas par quoi commencer. Ça t'a plu? Ah ouais, t'attaquerais par quoi, toi? Parce que moi, je peux pas choisir. Écoute, je te propose d'aller vers la Normandie, une superbe ville, Trouville. Ok. Tu y as été, hein? Ouais, la semaine dernière. Alors, je lance le film. Et on rejoint Arnaud tout de suite pour en parler? Ok, c'est parti, opération débarquement de Normandie. Allez. Est-ce que vous saviez que la première station balnéaire française est sans doute normande, à Dieppe très précisément, où les bains de mer y sont célèbres depuis l'empereur Napoléon Ier. Mais, au fil du temps, avec l'amélioration des voies de communication, des transports, l'apparition du chemin de fer, eh bien Dieppe va avoir de nombreuses rivales, et notamment Trouville, puis plus tard sa voisine Deauville. Mais c'est véritablement Trouville qui a été pionnière ici dans la région, parce que grâce à une plage de sable fin de plus d'1 kilomètre de long, eh bien très vite, elle va faire le bonheur des touristes, des vacanciers et des Parisiens qui, à 200 km de là, viennent ici à Trouville découvrir les bonheurs de la plage. Du coup, le rivage de Trouville, les hauteurs de la ville, vont se truffer d'élégantes villas construites par des riches propriétaires parisiens qui viennent ici découvrir les plaisirs de la mer. Vous en avez un derrière moi, on l'appelle le manoir des Creniers. Il a été construit par un Parisien au début du XXe siècle, sublime témoignage de la belle époque. Malheureusement, avec le temps, il s'est dégradé, il a failli disparaître. Mais c'était sans compter sur nos amis d'Histoire et Patrimoine qui vont réallumer tout ça. Il est temps parce qu'il est quand même dans un sale état, mais comptez sur eux pour retransformer ça en quelque chose de magique. En plus, c'est important, ici vous êtes tout près du célèbre chemin des Creniers qui a vu passer des personnages de marque comme Marcel Proust ou Gabriel Chanel. Ah non, vraiment, fallait pas qu'ils disparaissent. Merci Histoire et Patrimoine. Ah bah le chemin des Creniers, c'est super beau, hein. Moi je comprends Marcel Proust, regarde ça surplombe la mer, c'est magnifique, hein. Faut imaginer ça quand il fait beau. Enfin, il fait toujours beau en Normandie, hein. Bonjour Arnaud. Bonjour Laurent. Donc je crois que tu es maître de développement chez Histoire et Patrimoine, donc c'est toi qui dois nous trouver des pépites chaque année. Alors pour Trouville, cette trouvaille, comment ça s'est passé? On cherche toujours la pépite, hein. Donc dans cette région on voulait un joli bâtiment emblématique avec une belle architecture anglo-normande et si possible le Graal par ici des Vues-mer. Donc on l'a trouvé, ça a pris un petit peu de temps, il fallait le temps de le chercher, de le trouver, de le développer, d'élaborer un projet. Mais c'est chose faite, donc on est très content de pouvoir proposer ce joli manoir avec ses annexes, qui a été ces dernières années une luxueuse demeure de vacances, qui est maintenant dans un état de dégradation très avancé, il est défoncé. Mais il attend plus que nous. Il était temps de le sauver. Il était temps de le sauver, mais il attend plus que nous pour et surtout nos clients pour lui donner une seconde vie. Okay. Arik, est-ce qu'il y en aura pour tout le monde? Non Laurent, il n'y en aura pas pour tout le monde. 33 lots uniquement sur cette résidence de villégiature dont a formidablement parlé Arnaud. Il va falloir se dépêcher pour réserver. D'accord.
Et quels sont les avantages? L'avantage fiscal qui repose sur ce manoir, c'est des travaux à hauteur de 60%, un prix de démarrage 180 000 €, donc la possibilité pour nos investisseurs de le louer, de bénéficier d'avantages fiscaux et aussi la possibilité, on l'a évoqué souvent, de le mettre en location meublée après une période de location obligatoire. D'accord. En nu. La Normandie, hein, formidable. Je vais revoir ma Normandie, c'est le pays qui m'a donné le jour. On va où maintenant? Où tu nous emmènes? Laurent, je te propose de faire découvrir à tout le monde un programme formidable en région parisienne. Et attention parce que c'était pas mal la Trouville, hein. Va falloir nous trouver aussi bien. Ah, là, ça va être aussi bien, je vais pas dire mieux, mais en tout cas aussi bien. Je te propose d'aller à Juilly, un collège réhabilité. Et je te D'accord, laisse c'est nous pas faire loin d'ici, découvrir. au nord. On est parti, Juilly, en route. Alors là, les amis, on est dans un lieu chargé d'histoire. On est à Juilly. Juilly, au départ, c'est une abbaye qui va être créée au XIIe siècle à partir d'un endroit un peu miraculeux. Il y a une source qui aurait été découverte par Sainte Geneviève au 5e siècle. Bon, bah, tout ça, c'est un peu la légende. Mais la vérité, c'est qu'au XIIe siècle, on va créer ici une abbaye. On est en pleine réforme grégorienne, en pleine réforme de l'Église. Au Moyen-Âge, les prêtres, les évêques, ils s'étaient un petit peu oubliés. Hein. Ils avaient un peu oublié leur fonction de guide spirituel pour devenir un peu des gars qui profitent de leurs charges, de leurs avantages. Ils prennent le pognon, etc. Donc, on fait une réforme et on crée une abbaye à Juilly. C'est au XVIIe siècle que l'abbaye va petit à petit se transformer en collège sous la volonté de Louis XIII qui voulait là encore retrouver de la spiritualité pour notamment les enfants de la noblesse. N'oublions pas qu'on est après les guerres de religion, dans les hautes familles de France, les grandes familles, la noblesse, etc. On s'est converti majoritairement au protestantisme. Ça plaît pas à Louis XIII qui, au début du XVIIe siècle, va vouloir rechristianiser littéralement le royaume et donc surtout les enfants de la noblesse. Il crée donc un collège, en particulier pour les pupilles de l'État, c'est-à-dire les enfants des nobles qui sont morts à la guerre, pendant les guerres de religion, etc. Et il crée ce collège ici à Juilly. C'est quand même un bâtiment incroyable, une histoire hyper prestigieuse. Alors aujourd'hui il fait pas très très beau, puis en plus c'est en friche, mais on peut faire confiance à Histoire et Patrimoine pour nous remettre de la lumière et rallumer tout ça. Hein. Il faut savoir qu'à travers les siècles, eh bien, le collège de Juilly va avoir des hôtes prestigieux. La Fontaine est passé par là, Montesquieu, le frère de l'empereur, Jérôme Bonaparte a été élève à Juilly. Plus près de nous, Philippe Noiret, Claude Brasseur, Michel Polnareff et même Jacques Messrine. Ah non, non, tout le monde s'est retrouvé à Juilly. Ça pète, hein, et franchement, avec Histoire et Patrimoine, ça va claquer. C'est quand même génial de se dire qu'on va habiter à côté des mannes de Sainte-Geneviève. Elle est venue ici au 5e siècle prier, et à partir de ces prières, eh bien, une source a jailli, Juilly était née. Regardez, elle est là, venez voir. Sainte-Geneviève, la patronne de Paris. Hein. Ça, c'est d'histoire. Ça, c'est du patrimoine. Il n'y a pas moyen de passer dans le collège de Juilly sans vous montrer la chapelle. Cette chapelle extraordinaire qui date du 19e siècle, qui a été rénovée notamment grâce à l'aide d'un mécène que tout le monde connaît, Viollet-le-Duc, en même temps que la rénovation de Notre-Dame au 19e siècle. C'est une petite fille de Notre-Dame, cette chapelle. Elle est reconstruite à la même période. D'ailleurs, regardez, Viollet-le-Duc, il figure, hein, voilà. Parmi les bienfaiteurs de Juilly, il est là, Viollet-le-Duc. Ah non, ouais. On n'est pas tout seul à Juilly. Il y a beaucoup de choses à voir dans le collège de Juilly, hein. C'est vraiment un bâtiment qui a conservé des tas de vestiges historiques incroyables. Ici par exemple, je suis dans la salle de réception des oratoriens, hein, une salle du XVIIIe siècle, elle est très belle avec, regardez, les peintures du XVIIIe, notamment un portrait du cardinal de Bérulle, qui est le fondateur des oratoriens. Oui, il ne faut pas que vous oubliez que le collège de Juilly, voulu par Louis XIII au départ, c'est donc un collège royal, hein, pour retrouver la fidélité au roi après les guerres de religion, mais aussi la spiritualité catholique. Hein. On va réenseigner la bonne foi catholique aux enfants de la noblesse, surtout aux orphelins des enfants qui sont morts pendant les guerres, pour qu'ils retrouvent un peu le chemin de la spiritualité, celle des catholiques et la fidélité au roi. C'est très beau. Autour de moi, il y a vraiment des peintures magnifiques du 18e qui racontent l'histoire de Juilly. C'est vraiment très très beau, c'est vraiment sublime, c'est très 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 enrichissant. Et on a surtout la chance d'avoir Axel, qui elle est, vous êtes directrice un petit peu du programme de Juilly. Donc oui, c'est grâce à vous si finalement ce bâtiment va être sauvé de l'oubli et surtout de la destruction, parce que je crois que ce que vous proposez, c'est vraiment le programme de la dernière chance pour les lieux, quoi. Tout à fait. L'objectif, c'est de redonner à cette Académie royale
à ces bâtiments du XVIIIe siècle qui aujourd'hui sont dans un état d'abandon un peu avancé, de leur redonner toutes leurs caractéristiques fabuleuses du XVIIIe siècle. On a vu les toitures, on a vu les escaliers, on a vu ces majestueux couloirs, mais ces volumes qui sont absolument splendides vont être réhabilités en appartements. L'objectif, c'est que des jeunes, des nouveaux habitants puissent venir ici habiter à Juilly, un territoire qui est extrêmement solide, extrêmement intéressant économiquement, au cœur de l'Île-de-France. On est tout proche de Roissy, franchement, ouais, c'est un lieu... Et donc dans un bassin d'emploi très intéressant. Les habitants, non seulement ils pourront profiter des bâtiments, mais ils pourront aussi profiter de ce parc exceptionnel, qui est aussi l'écrin majestueux de ces bâtiments de Juilly. Vous avez rien vu, c'est un écrin vert autour, il y a de la forêt, il y a des étangs, c'est vraiment sublime. Ah, ça c'est les moines, hein, ils n'étaient pas cons au XIIe siècle, les mecs ils ont tout défriché, ils ont fait des étangs, des pêcheries, et tout ça est conservé, quoi. Tout ça est encore là, vous allez pouvoir en profiter presque 1000 ans après, quoi. C'est extraordinaire. Tout à fait. L'objectif, c'est véritablement que ce projet global soit et ouvert aux habitants et ouvert au public, et que ce nouveau cœur de village puisse profiter à tous. Franchement, moi je dis merci Histoire et Patrimoine, bravo les gars, bravo, franchement, chaussée aux moines. Regardez, il y a encore des détails hyper poignants dans le collège de Juilly, comme les armes, l'emblème du collège, regardez d'à côté ce double blason, l'emblème des oratoriens, Jésus-Maria, hein, la spiritualité, ces catholiques fervents pour redynamiser le catholicisme en France après les guerres de religion, mais aussi les armes du roi de France, de Louis XIII, quoi, voilà, tout est dit. Ah franchement, non mais franchement c'est sublime, moi je me suis éclaté. On m'a demandé de faire des chroniques un peu courtes, 2 minutes, mais là j'ai pas pu résister, j'en ai fait 7, faut dire que j'étais bien accompagné. Non mais vraiment cette Académie Royale de Juilly, c'est un bijou quoi, vous êtes des magiciens, c'est hyper prestigieux ça. Alors c'est un dossier prestigieux, mais c'est aussi un projet ambitieux. Un dossier prestigieux parce qu'il a une histoire très riche. C'était au début une abbaye, c'est devenu sous Louis XIII et fondé par Louis XIII une des premières, voire la première Académie Royale de France. Et dernièrement, c'est devenu un pensionnat qui a accueilli parmi les plus grandes familles parisiennes. Et si on devait noter quelques notables qui sont passés par là, on a La Fontaine, Montesquieu, ou pour le cinéma Noiret et Brasseur, ou... Ah, Claude, le bien nommé. Et ça, on a même eu Jacques Mérine à la fin. Ça, ouais, voilà. Ça c'était pas le même genre d'acteur, quoi. Non, on peut dire qu'il a réussi. Oui, il jouait pas les mêmes partitions. Non, c'est vraiment incroyable. Ouais. Et c'est un projet très ambitieux aussi parce qu'on le fait pas seul, on est soutenu par tous. Et quand je dis tous, c'est pas seulement la ville, la DRAC et l'ABF. On a aussi le soutien sur un projet d'une telle ampleur de la communauté d'agglomération, la préfecture, les services du département, l'oratoire, même le député local. On peut dire que c'est presque une opération d'intérêt général. Et c'est grâce à toutes ces personnes qu'on a co-construit ce projet et qu'on a réussi à produire une opération qui va s'insérer non seulement dans la ville de Juilly, mais aussi dans l'ensemble du bassin économique du nord-est parisien. Arik, il y en aura pour tout le monde? Il y a une belle profondeur de stock, hein, puisqu'on est avec 217 lots. C'est une grosse opération pour nous, mais on a vu que grâce à l'opération de Douai, on était capable de fournir, et une très belle opération en vue. D'accord, et quelles seront les spécificités? Les spécificités sur le collège de Juilly, c'est un monument historique, donc tous les avantages liés au monument historique, 70% de ratio travaux sur l'opération, et un prix de départ à 130 000 €. Je te rappelle, Laurent, qu'on est dans un bassin d'emploi hyper actif, puisqu'on a Marne-la-Vallée d'un côté, on a Roissy, on est pile entre les deux. Bref, une opération qui va être de toute beauté. Quand on parle de réussite, on parle aussi de Douai. Il me semble que tu as été visiter Douai. Formidable. Magnifique. Alors, on y va? Ah bah, vous allez voir ça. Alors là, moi, joyau, pépite. Vous êtes prêts? C'est parti, opération pépite. Douai, c'est vraiment une ville magique, une ville magnifique. Déjà, vous avez vu son beffroi, hein, certainement le plus beau beffroi du monde, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Victor Hugo. Ce beffroi du XIVe siècle, il nous rappelle combien Douai, au Moyen-Âge, était une ville prospère, une ville riche, commerçante, puissante, spécialisée dans le commerce du drap. C'était les Flandres, hein, au Moyen-Âge, Douai. Et donc, cette ville était aussi prestigieuse, aussi riche que des villes comme Anvers, Bruges ou Gand. Alors, cette vocation marchande et commerçante, par contre, à Douai, eh bien, ça va petit à petit se transformer à la fin du XVIIe siècle, quand la ville va être attachée au royaume de France avec Louis XIV, et du coup elle va devenir une ville frontière pour protéger le talon d'Achille du royaume qui est sa frontière nord-est. Voilà pourquoi
à Douai, dans Douai, au XVIIIe siècle, on va créer cette magnifique caserne énorme pour accueillir des soldats qui a failli disparaître, mais qui heureusement aujourd'hui va être protégée, sauvegardée, réhabilitée par nos amis d'histoire et patrimoine. En plus, on est tout près du centre-ville, on va créer ici un parc, une véritable coulée verte qui permettra aux heureux locataires de cette caserne de se rendre au centre-ville. Franchement, pas mal le projet, et puis ça pète. Oh non, c'est vraiment très beau. Moi j'adore cette architecture militaire du Nord. D'ailleurs, vous êtes devenus un peu les spécialistes de ce type de superstructure. On essaye. Il faut savoir que les deux opérations phares qu'on a réalisées à Arras, à savoir la citadelle Vauban et la caserne de Schramm, que tu connais, ces opérations sont devenues des exemples, voire des références au niveau national sur la reconversion du patrimoine militaire. Et dans la folie, on est tombé sur cette pépite, la même, à Douai, la caserne de Caux, donc un super bâtiment en briques d'époque, dans une ville dynamique, avec un tissu économique hyper favorable ces dernières années. Le courant est passé immédiatement avec le maire, une personne très engagée, avec une vision exemplaire de la ville, donc c'est avec lui qu'on a co-construit le projet qu'on présente. Et surtout, notre fierté, c'est que c'est à travers ces opérations d'ampleur qu'on arrive à révéler parfaitement la contribution de l'investissement privé des clients au service non seulement de la sauvegarde du patrimoine français, mais aussi à la transition urbaine de ces territoires. D'accord. Bon, Rick, le premier bâtiment, 123 lots, vous avez fait ça en 2 mois. Là, en plus, avec la signature de Cogedim Club, 100 lots, vous allez mettre combien de temps 2 semaines? Laurent, c'est gentil, mais tu parles trop avec Rodolphe, je pense. C'est une réussite commerciale surtout due à l'investissement de nos partenaires. C'est aussi une fierté qu'on a de travailler avec eux. Effectivement, là, tu en as parlé, c'est une résidence qui va être gérée par Cogedim Club, un produit en monument historique, donc toujours les avantages liés au monument historique, des lots qui vont commencer à partir de 150 000 € et un ratio travaux qui va être de 90%. Dans une zone économique, Arnaud en a parlé, qui est un hub logistique pour Kiabi, pour Amazon, et aussi une zone de développement pour Renault qui construit ses batteries électriques. Donc là, encore une fois, un produit qui va être un succès commercial. En tout cas, on n'attend pas moins. C'est un coup sûr, c'est un coup sûr. Bon, alors maintenant, c'est à moi de vous emmener quelque part, parce que c'est toi qui commandes depuis tout à l'heure, j'en ai un peu marre. C'est moi qui décide, et j'ai envie de vous emmener dans le sud. On va aller du côté de Lyon, dans un château incroyable, le château de Chassagny. La preuve en image que c'est vraiment, là encore, une pépite. Opération Pépite, le retour. Alors là, attention, on est à Chassagny, et là je dis pépite. Déjà, rien que la localisation. On est à 20 minutes de Lyon, tout près du Rhône, dans les bois, le long de cette vallée du Rhône qui est véritablement la colonne de la France, au niveau de l'histoire. Tout a commencé à partir de Marseille et puis on est rentré dans les terres comme ça. Donc là vraiment vous êtes ici au cœur du berceau historique de notre pays, quoi. Donc c'est pas n'importe quoi. Chassagny, et Chassagny, c'est un manuel d'histoire. C'est une seigneurie qui remonte au moins au XIIe siècle, avec encore des éléments du passé, du Moyen-Âge, ça s'entrechoque, ça s'entremêle, enfin il y a toutes les époques. Vous êtes au XIVe siècle, il y a un vieux donjon, encore une tour carrée avec des remparts. Vous avez ensuite le château qui va être reconstruit après les guerres de religion au XVIe siècle, avec ses tourelles. À l'intérieur, il y a des éléments du XVIIe, du XVIIIe, du XIXe. Ah non, mais moi je suis Marty McFly, là, retour vers le futur. Attention, on embarque. Alors, on va pas rentrer dans le détail parce que tout est magnifique, mais la porte du château de Chassagny, elle date du XVIe siècle, c'est certainement une des plus belles portes du Rhône, quoi. Elle est incroyable. Regardez la devise du château. Porta patens est. Bon, on s'en fout, c'est du latin, mais en gros, ça veut dire cette porte reste ouverte à tout honnête homme. Et oui, et c'est important parce que le château, il va être achevé, sa reconstruction, après avoir été détruit pendant la guerre de religion, va être achevé en 1570. 1570, édit de Saint-Germain. Sous Charles IX, une trêve dans les guerres de religion. Donc en quelque sorte, c'est une volonté d'apaisement. Voilà. On va essayer de se réconcilier entre catholiques et protestants. Faut pas oublier que Lyon, c'est un des berceaux de l'humanisme. Oui, le heurtoir, il est un peu haut, mais les mecs, ils venaient à cheval à l'époque. Ça a été automatisé. Le sol du XVIe siècle, s'il vous plaît. Regardez-moi ça, là, juste derrière moi, la tour du château de Chassagny, là, ce donjon, cette tour carrée qui date du XIVe ou XVe siècle, c'est pas n'importe quoi, ça. Ça fait quoi d'éviter la tour d'un seigneur? Moi, je suis pas contre.
franchement, là, celui-là, il claque. Hein. Il y a un petit côté châtelain là qui me déplaît pas. Moi, je me vois bien, la propriétaire, je domine la vallée, tu vois, le côté lyonnais, Jean-Michel Aulas, le patron. Mais je crois que vous vous êtes vraiment battu pour l'obtenir, celui-là. On s'est un peu battu, ouais. Si bien qu'on en avait déjà parlé un petit peu l'année dernière, on avait l'espoir de le commercialiser en 2020 et on s'est résolu à ne pas le faire. À ne pas le faire parce qu'on voulait continuer à élaborer, à peaufiner ce projet avec la DRAC, l'ABF. On est quand même sur un bâtiment qui est classé monument historique, donc c'est le plus haut degré de protection en France. Et on est sur un château du 15e. Donc un patrimoine comme ça, il faut quand même prendre le temps de le traiter. Donc c'est un des plus vieux bâtiments qu'on va proposer cette année et c'est aussi un des plus beaux. Donc on est très très fiers de pouvoir proposer ce programme à nos clients. Eric, je crois aussi que tu l'attendais, hein, celui-là, mais c'est plus petit, donc il y a combien de lots? Il y a 29 lots, un découpage là aussi qui a été fait grâce aux équipes d'Arnaud qui va plaire à tous nos investisseurs. On commence à partir de 180 000 € et un ratio travaux de 60%. Un produit rare et d'exception qui risque là aussi de retrouver un franc succès. J'ai même demandé aux commerciaux d'éviter de dire qu'il avait une vue sur le Mont Blanc pour éviter l'émeute. Et c'est aussi un des programmes chouchou de notre président. Même si on a des programmes à Nice, je pense que celui-là lui plaît particulièrement. D'accord, mais non, vraiment, c'est vrai qu'il est très très beau pour y être allé. Il y a même une vue sur le Pilat. Et c'est pas n'importe quoi, le Pilat du côté de Lyon, on dit que c'est là où Ponce Pilate, mec a condamné Jésus quand même, tu vois, pas parler de n'importe quoi, c'est de la grosse histoire. C'est là où il se serait suicidé. Et vraiment, c'est un bel endroit. Mais maintenant, on va aller ailleurs. On va s'en faire un petit dernier pour la route. Et on va rester dans le 15e, 16e siècle, hein, cette période de la Renaissance, l'humanisme. Le château de Chassagny, il est reconstruit autour de 1570. On va rester au 16e siècle avec une petite référence littéraire. Attention, si je vous dis plus que les monts du Lyonnais, la douceur angevine, vous pensez à qui? Du Bellay? Du Bellay, formidable. Du Bellay. Donc, on va chez les sœurs, les gars. Avec plaisir, on va Un petit Angers. couvent de bénédictines, ouais, du côté d'Angers, ça vous va? Allez, allons-y. On prendrait bien un petit dessert. On est parti. Angers, c'est pas compliqué, c'est chez moi, donc ça va être difficile pour moi de pas en dire du bien, tant la ville est rehaussée par les lumières de mon enfance. Oui, je crois que je vous ai déjà dit ça pour Le Mans, mais il se trouve que j'ai grandi à Sablé-sur-Sarthe, qui était à égale distance entre Le Mans et Angers. Donc en fait, Le Mans et Angers, c'était les deux grandes villes de mon enfance. En plus, elles se ressemblent, Le Mans et Angers. Au départ, c'est deux oppidums celtes. Le Mans, c'est l'oppidum celte des Cénomans. Angers, c'est l'oppidum celte des Andes des Caves. Elles sont construites de la même manière, le long de la rivière. Pour Le Mans, c'est la Sarthe. Pour Angers, c'est la Maine, avec la Loire pas loin. On a aussi de belles enceintes gallo-romaines qu'on a encore au Mans. Il y en a aussi des traces à Angers, notamment dans le parcellaire du château pour les côtés ouest et nord. Alors c'est vrai qu'il est impressionnant ce château d'Angers, hein. Il y a des magnifiques vestiges du Moyen-Âge, des temps anciens. Mais Angers, contrairement à ce qu'on voit avec le château, c'est plutôt une ville qui longtemps a été paisible. C'est la douceur angevine. Et il y a un très beau vestige de cette paisibilité, de cette beauté d'autrefois qui va être magnifiquement restauré par nos amis d'Histoire et Patrimoine. Ça se passe de l'autre côté de la rivière, là, derrière la Maine. Suivez-moi. Alors voilà, ça se passe ici, dans la Doutre, de l'autre côté de la Maine, c'est-à-dire sur la rive opposée aux vieilles Angers antiques, hein, l'oppidum des Andes des Caves. Figurez-vous qu'ici, au XVIIe siècle, on va installer un couvent, une congrégation religieuse, le couvent des Bénédictines Notre-Dame du Calvaire. On est en pleine contre-réforme et le roi Louis XIII va favoriser ces nombreuses congrégations religieuses pour redynamiser la foi catholique dans son royaume après les guerres de religion. Eh bien, figurez-vous que les Bénédictines de ce couvent vont créer au début du XIXe siècle un pensionnat. Et c'est ce pensionnat que nos amis d'Histoire et Patrimoine vont réhabiliter. Donc quelque part, en venant habiter dans ce pensionnat, qui est ici, là, juste derrière moi, eh bien vous allez pouvoir bénéficier de la quiétude monastique, quoi. Très agréable, hein. Ça si c'est pas un signe d'élévation, ça c'est sublime. D'ailleurs, il y a d'autres petits trésors qui s'y cachent, venez voir. Ce qui est génial, c'est que depuis le pensionnat, vous avez une vue sublime dégagée sur Angers, tout simplement parce qu'il n'y a pas de vis-à-vis. Parce que si vous vous approchez, vous allez voir que devant vous, vous avez un jardin. Le jardin du couvent des Bénédictines du Calvaire qui est toujours là. C'est le plus grand jardin clos d'Angers, hein. Il est classé et c'est une vue imprenable, quoi. Regardez ça comme c'est beau. Mais là, franchement, j'adore. En plus, je suis un petit peu chauvin parce que moi, je suis originaire de la région. Hein. J'ai grandi du côté d'Angers et la douceur angevine, c'est pas qu'une légende. Hein. C'est vraiment un endroit très, très, très agréable. Et là, je crois que c'est encore un tour de force. Hein. Comment ça s'est passé avec les bonnes sœurs ? Alors, avec les bonnes sœurs, très bien. Ça n'a pas été simple, mais le contact est vite passé. Elles ont vite constaté le professionnalisme et l'entrain des équipes d'Histoire et Patrimoine.
Alors, ce qui a été plus difficile et plus long, au-delà du prix, toujours, c'était d'arriver à concevoir un projet où on sait proposer des beaux logements à nos clients, une résidence, une copropriété qui fonctionne très bien, tout en conservant le patrimoine et là, la douceur et la quiétude du site, parce qu'on est collé au couvent des Sœurs. On a réussi, on est très satisfait, on est surtout très heureux et très content de pouvoir proposer une deuxième année de suite un programme d'une telle qualité dans la ville d'Angers, qui est une des villes qui a le plus le vent en poupe aujourd'hui en France. Et c'est pas usurpé, hein. Pour être angevin d'origine, je peux vous dire que Angers, il y a une quiétude, une douceur de vie. Moi, je préfère Angers à Nantes, hein, très sincèrement. On parle souvent de Nantes aussi, la ville hyper attractive. Angers, c'est la classe, franchement, vraiment. Arik, tour de force, magnifique, on est content. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce couvent des Bénédictines? Ça va se présenter comment? Eh ben, déjà, on revient à Angers, Arnaud en a parlé, mais après le succès commercial du Clos Vauvert, on avait 39 appartements et ils sont pratiquement tous partis en 2020. Donc on revient à Angers avec 24 appartements, avec des vues sur le château, un ratio travaux de 55% et un prix de démarrage à 200 000 €. C'est vraiment un plaisir de retourner à Angers parce que Angers, c'est la ville la plus attractive de France. Donc encore une fois, on s'est allié la beauté de nos monuments, l'architecture et surtout la qualité d'y vivre et la qualité d'y travailler. Super. Donc là, le projet, le bébé se présente bien, quoi. Je veux dire, on n'est pas sur le siège, on est vraiment dans une bonne position. Ok, pas de césarienne prévue, non, ça coule tout seul. Tout va bien, docteur. Bah, écoute, vraiment, c'est là qu'on voit que Histoire et Patrimoine, ils sont imbattables sur l'immobilier, mais ils sont aussi imbattables sur le plan de la fiscalité. Et pour ça, j'ai rendez-vous avec le professeur, le professeur. Si je vous dis Pierre, si je vous dis Olivier, si je vous dis Thibaut, je vous dis Pierre-Olivier Thibaut. On va le retrouver. Merci Laurent. Bonjour à tous nos invités. Je ne vais pas vous bassiner avec tous les détails des dispositifs fiscaux que vous connaissez bien. Et puis de toute façon, si vous avez une question, vous savez que nos commerciaux sont là pour vous répondre. Ce sont des cadors en fiscalité. Je voudrais donc juste faire un petit zoom sur 3 questions d'actualité, 3 questions importantes en ce début 2021. La première, c'est la modulation du PAS. Le PAS, c'est le prélèvement à la source. Vous savez qu'en investissant assez tôt dans l'année dans un monument historique, vous pourrez moduler votre PAS et bénéficier de l'avantage fiscal des monuments historiques dès l'année 2021. Ça, c'est un avantage qu'aucun autre dispositif ne vous permet. La deuxième idée, c'est la transmission. En associant 2 dispositifs très différents que sont, d'une part, le monument historique, d'autre part, la nue propriété, le démembrement en nue propriété, vous avez un vecteur de transmission incroyable. Vous donnez la nue propriété sur le foncier et ainsi vous êtes capable de transmettre pour une fraction d'une fraction du prix un bien. Vous gardez l'usufruit ainsi que la capacité de déduire les travaux, vous gardez donc l'avantage fiscal. C'est un double avantage fiscal dont vous bénéficiez. La troisième idée, c'est le Malraux. On vous parle du Pinel, le Pinel est prorogé, c'est super. Le Malraux, c'est un super Pinel. Il écrase le Pinel. Le Pinel est plafonné, le Malraux est déplafonné. Déplafonné en montant, déplafonné en loyer, et en plus, il est beau. Donc n'hésitez pas, mettez du super là où d'autres roulent à l'ordinaire. Voilà, c'était les idées simples en ce début d'année. Et pour vous aider encore davantage avec vos clients, nous vous avons concocté des petits films qui aideront à expliquer la fiscalité de façon simple et amusante. Je vous donne un exemple avec ce film sur le monument historique. À bientôt et bonne année. Le dispositif d'investissement monument historique, c'est quoi? Votée en 1913, la loi Monument historique a été créée dans le but de favoriser la conservation du patrimoine français en permettant aux investisseurs de bénéficier d'un avantage fiscal important en contrepartie du coût élevé des travaux engagés. Ce dispositif permet en effet à tout contribuable souhaitant réduire ses impôts de devenir propriétaire d'un bien d'exception classé ou inscrit monument historique. Comment ça marche ? Ce dispositif permet de déduire de vos revenus imposables l'ensemble des travaux réalisés sur ce type de bien, sans plafond. Prenons un exemple. Voici le château de Pontchartrain, au cœur des Yvelines, qui date du XVIIe siècle. Ce couple de cadres souhaite investir dans un très bel appartement du château. Ils gagnent chacun 60 000 € par an et sont imposés au taux marginal d'imposition de 30%. Ils paient 24 000 € d'impôts. Le prix de revient de l'appartement est de 500 000 €, dont 200 000 € dédiés aux travaux nécessaires à la réhabilitation de leurs biens. Grâce à cet investissement, ils bénéficieront d'un avantage fiscal important. Comment calculer cet avantage ?
Les travaux étant prévus sur 3 ans, le tiers de ce montant de travaux, soit 67 000 €, sera déduit chaque année du montant de l'imposition habituelle. Faisons le calcul. On multiplie le coût annuel des travaux, soit 67 000 €, par leur taux marginal d'imposition, soit 30 %, ce qui nous donne une économie fiscale de 20 100 € chaque année. Le couple ne paiera donc plus que 3 900 € d'impôts par an pendant 3 ans, tout en se constituant un patrimoine immobilier. Leur avantage fiscal s'élèvera à 60 300 € sur 3 ans. Pour bénéficier du dispositif Monuments historiques, il faut simplement s'engager à conserver le bien pendant 15 ans à partir de la date d'acquisition, durée des travaux incluse, le louer nu pour une durée minimum de 3 ans ou l'habiter, dans ce cas le montant de l'avantage fiscal est réduit de 50 %, et enfin, confier la supervision de ces travaux à Histoire et Patrimoine, qui se charge du respect des contraintes légales avec les architectes des bâtiments de France. En bref, investir dans un monument historique, cela veut dire devenir propriétaire d'un bien d'exception qui gardera toujours son statut fiscal, bénéficier d'un avantage fiscal légitime et sans plafond, contribuer à une démarche de développement durable, la rénovation ayant une empreinte carbone beaucoup plus faible que la construction, se constituer un patrimoine immobilier pour préparer l'avenir, avoir la fierté de participer à la sauvegarde du patrimoine architectural français. Avec Histoire et Patrimoine, investissez dans la sauvegarde du patrimoine. Eh bien, merci à tous. J'ai été hyper heureux, très flatté de participer à ce lancement. Il faut dire que je me suis senti chez moi, un peu comme dans un bain chaud. Hein. J'adore l'histoire, j'adore le patrimoine, j'adore Histoire et Patrimoine. En plus, comme l'a écrit mieux que moi Victor Hugo, notre patrimoine, c'est notre livre de pierre sur lequel est écrite notre histoire. Moi, ça m'intéresse, hein, vraiment. Arik, Laurent, écoute, merci encore. J'ai été tellement content d'être avec vous et de vous accompagner pour ce lancement 2021. C'était un bonheur. Laurent, merci à toi. Dans une version complètement inédite, on n'a pas l'habitude de retrouver nos partenaires dans ce type d'environnement. On espère très bientôt, une fois que les mesures seront levées, les retrouver dans un cadre beaucoup plus classique en région comme à Paris. Merci Laurent. Merci à toi. Vous l'avez vu, une année 2021 qui se présente sous les meilleurs auspices, des programmes incroyables, idéalement situés avec des leviers fiscaux très puissants. Surtout, vous ne quittez pas, on se retrouve tout de suite en région avec Didier à Lyon, François à Nantes, Thierry à Lille et Alexandre à Paris. On continue notre programme, ne quittez pas, c'est pour vous. Merci Laurent. Merci. Merci à toi Arik. Et bonne année!